Et nous arrivons à présent, chers téléspectateurs, à notre débat d'aujourd'hui, centré toujours sur ce 34e sommet ou réunion de la Ligue des États arabes. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah, qui est professeur de discours politique et également analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, docteur Assam, premièrement, comment voyez-vous le temps de ce sommet, ce 34e sommet de la Ligue des États arabes? En fait, malgré l'optimisme que tout le monde peut avoir, certainement, il faut quand même regarder sceptiquement les résultats auxquels peut se débaucher ce sommet, parce que on a l'habitude de voir, c'est-à-dire à la suite de chaque sommet, des déclarations générales, c'est-à-dire condamnations, réclamations, mais les réclamations n'aboutissent à rien, effectivement, sur la réalité. Alors les sommets, on a appris vraiment la leçon cruciale et aussi choquante, dramatique, c'est que généralement la plupart des sommets débouchent sur des déclarations simplement de condamnation. Or, une solution, disons, concrète, ça jusqu'à maintenant, on n'a rien vu à propos de ça. C'est actuellement après la visite de Trump dans les pays du Golfe, oui, et puis après certainement les transactions qu'il a signées avec les grandes entreprises saoudiennes ou ici avec justement les États, généralement, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Israël, ou bien Netanyahou plus précisément, il est toujours obstiné à aller jusqu'au bout, il est toujours soutenu par Trump, et que le problème, c'est que la plupart des pays arabes estiment que Trump pourrait exercer une influence sur Netanyahou. Moi, il faut penser peut-être à l'inverse, c'est-à-dire c'est Netanyahou, en fait, qui tient tous les fils, c'est lui qui peut toujours décider et qui peut toujours obliger Trump à se plier à ses ordres ou ses instructions. Et c'est pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la présidence de Trump doit énormément aux évangéliques aux États-Unis. Et les évangéliques, ça veut dire que représente un soutien majeur au sionisme. Alors, vous voyez, pour les sommets arabes, combien de sommets sont tenus sans rien donner comme résultat? Alors, c'est-à-dire des raisons qui pourraient toujours nous porter à espérer grand-chose. Ces raisons, quand même, restent minimes. Est-ce que, après ce qui se passe, après les massacres, les génocides, les nettoyages ethniques qui se passent actuellement à Gaza, les pays arabes peuvent, justement, par l'intermédiaire de leur sommet, peuvent, par exemple, changer la réalité? Et surtout, après les transactions qui ont été conclues, n'est-ce pas, avec Trump, avec les États-Unis, vous savez que des milliards. Moi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas très optimiste à propos de ça, mais on n'a qu'à espérer pour vivre. Alors, docteur Assam, bonjour. Docteur Assam, est-ce que vous m'entendez? Pardon? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors, je vous disais que justement, c'est un sommet qui est marqué par l'absence de plusieurs chefs d'État, principalement des pays du Golfe, sur fond de guerre à Gaza et de manœuvres diplomatiques intenses menées par Donald Trump dans les pays du Golfe. Justement, en votre qualité de professeur en discours politique, la première chose que Donald Trump a dit en montant dans son avion hier, c'est que des milliers de personnes mourraient chaque jour de famine en Palestine. Alors, on a l'impression qu'il était dans une bulle et qu'il vient de se rendre à la réalité. Vous, que pensez-vous de cette première délégation, de cette première déclaration suite à ces différents passages dans les pays du Golfe? Écoutez, avant de poser ces questions, il faut d'abord s'interroger sur une chose très importante. D'abord, est-ce que Trump est à la hauteur de ses décisions? Est-ce que Trump même, c'est-à-dire moi je ne remarque pas vraiment de changement à propos des décisions prises par Trump en effet. C'est-à-dire qu'il a promis, il a donné beaucoup de promesses, mais il faut quand même s'interroger sur la possibilité que lui exauce ses promesses. Il faut pas oublier que c'est Netanyahou qui a le dernier mot.
Parce que Trump ne peut pas justement aller à l'encontre de Netanyahou et aux évangéliques. Eux, c'était grâce à eux, les évangéliques, que Trump a été élu président. Et il leur doit en effet son pouvoir. C'est-à-dire même que le fait qu'il continue au pouvoir présidentiel, ça dépend de quoi? De l'autorisation des évangéliques. C'est eux qui soutiennent le sionisme et soutiennent Netanyahou. Et moi, je ne doute pas vraiment que ici Trump se met de connivence avec Netanyahou. Quelle connivence? Ça veut dire que malgré les transactions qu'il a signées au pays du Golfe, c'est-à-dire, tout le monde le dit, hein, toutes les réunions qu'il a eues avec les chefs et aussi les princes du Golfe ne montrent rien vraiment de positif à propos de la cause palestinienne, rien de positif à propos de l'avenir de Gaza, à propos de l'avenir des Palestiniens, à moins que des promesses simplement ont émergé, c'est ça. Alors, et puis après, quelles sont les raisons pour lesquelles qu'on puisse toujours espérer à travers les sommets qui se tiennent et qui se succèdent, les sommets arabes. C'est-à-dire que moi je vous dis, au principe, avant la tenue de sommet, vous allez avoir, c'est-à-dire que toutes les décisions auxquelles déboucherait ce sommet, c'est quoi? C'est que tout le monde arabe réclame, conteste. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont commencé par réclamer au début du sommet, puis après ils finiront par réclamer. Mais est-ce que les réclamations peuvent toujours, par exemple, se concrétiser sur le terrain? Peuvent toujours trancher la question? Absolument pas. Je ne pense pas. Nous sommes dans un monde, et ça c'est le problème, nous sommes dans un monde où c'est pas tout à fait la force de la loi qui domine, qui régit le monde. Non, c'est la loi de la force. Alors justement, c'est un sommet arabe avec l'absence des Arabes. Ah oui, les Arabes, est-ce qu'ils peuvent résoudre le problème? Est-ce qu'ils peuvent dissuader Trump, à titre d'exemple, changer sa position? Mais Trump, lui, et tout le monde imagine que Trump pourrait exercer une certaine influence sur Netanyahou. Mais il faut quand même, à mon avis, moi, je choisis peut-être le camp inverse. Ça veut dire, je pense que c'est Netanyahou qui exerce une influence sur Trump. Parce que Trump, il sait très bien, lui lui-même, il le sait très bien, que, sa présidence doit à Trump, doit au lobby sioniste. Alors aujourd'hui justement, vous l'avez très bien dit, vous l'avez rappelé, ce sommet est une occasion pour les pays arabes présents de réitérer leur refus du déplacement des Palestiniens, aussi de leur mécontentement de la situation sur le terrain de la bande de Gaza, mais réellement qu'est-ce qu'il devrait être fait par la Ligue arabe? C'est-à-dire que cette Ligue arabe avait pour objectif justement, lors de sa création, de parler d'une seule et d'une même voix dans l'intérêt des pays arabes. Aujourd'hui, où en est-on? Oui, parler d'une seule voix, mais il ne suffit pas vraiment de parler d'une seule voix. Il faut quand même... Il y a beaucoup de fractures. Il y a beaucoup de fractures. Oui, mais il faut calculer les possibilités, les capacités. Est-ce que, d'abord, avant de prendre une décision, par exemple, avant d'élaborer un certain plan pour résoudre le problème palestinien, il faut commencer d'abord, préalablement, par évaluer ses propres forces, ses propres compétences, les cartes qu'on va jouer. Est-ce que les Arabes certainement avaient en main beaucoup de cartes, mais ils n'ont pas voulu jouer ces cartes. Rappelez-vous par exemple, c'est-à-dire au cours de la guerre d'octobre, c'est-à-dire les Arabes ont joué les cartes, c'est-à-dire le pétrole. Est-ce que les Arabes sont en mesure de jouer ces cartes maintenant? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui proviennent des transactions avec les États-Unis. Vous voyez, donc tout le monde, je pense, tout le monde a toujours cet appétit de simplement d'investir et de ne pas jouer ses cartes.
Ça, c'est le problème. Hein. Mais le pire, C'est-à-dire- c'est que le plan, il existe déjà, puisqu'il y a 2 mois, il y a eu un même sommet arabe qui a été organisé au Caire pour justement mettre en place un plan de reconstruction de la bande de Gaza, et il est resté lettre morte. Ah voilà, c'est là. Et ce sommet aussi restera même lettre morte, et même s'il décide de tenir un sommet même sur la Lune, oui, il débouchera sur des lettres mortes. Mais aujourd'hui, on voit que le principal acteur, qui a d'ailleurs été depuis toujours le principal et le seul acteur à parler en faveur d'un État palestinien avec rigueur et avec force, c'est C'est l'Égypte. L'Égypte. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. L'Égypte. Alors justement, malgré tout, cette réunion se tient à Bagdad, en Irak. Souvenons-nous, il y a quelque temps, l'Irak était dévasté par une guerre qui l'a détruite. Aujourd'hui, le fait de tenir un sommet des pays arabes en Irak, est-ce que c'est un espoir d'un avenir meilleur pour la région? Citez-moi un seul pays arabe où il n'y ait pas de conflit. Malheureusement. Oui, alors, donnez-moi une seule raison d'espérer. C'est ma réponse. Oui, c'est vrai. Malheureusement, la situation régionale fait que, effectivement, on manque un petit peu d'optimisme, mais effectivement, l'unité des pays arabes serait la solution éventuellement d'un meilleur avenir pour la région. Et comme vous l'avez dit, les intérêts passent en premier. Ah, bien sûr, les intérêts l'emportent. Oui. Les intérêts, et quels intérêts? Les intérêts aussi avec les États-Unis. Trump, lui, ce qui a réussi, il est sorti avec des transactions évaluées des milliards, des centaines de milliards. C'est vrai, il est sorti avec ces transactions mirobolantes. Bien sûr. On voit également que le président Abdel Fattah el-Sisi se positionne en tant qu'observateur ces temps-ci, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de voyages vers plusieurs pays européens pour plaider la cause palestinienne, mais il reste néanmoins observateur de ce qui se passe autour de lui. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait? Ah oui, je pense que c'est beaucoup mieux que les sommets arabes, parce que vous savez, c'est que les voyages effectués par le président Abdel Fattah el-Sisi partout dans le monde, soit en Europe, dans tous les pays occidentaux généralement, ont un effet majeur. Qui consiste actuellement à quoi a changé complètement l'attitude de l'opinion publique. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle on puisse miser, c'est toujours l'opinion. L'opinion ici occidentale, l'opinion des populations occidentales qui commencent à s'élever contre Israël et à se rendre compte que Israël l'Israël en fait, a commis des massacres et des génocides qui dépassent de loin les génocides qui a été commis par les nazis contre les juifs. Et c'est-à-dire que, vous voyez, si on calcule, on décompte le nombre de morts, par exemple des Gazaouis, par rapport, par exemple, le nombre de morts de juifs à la suite du nazisme, on va voir vraiment la catastrophe. C'est-à-dire justement, Thierry Ardisson, le célèbre présentateur français, avait dit il y a quelques jours, il avait comparé la bande de Gaza à Auschwitz et on lui est monté dessus. Absolument, il suffit de regarder aussi le Parlement français, c'est-à-dire que ici la chef de la présidence du Parlement français, à titre d'exemple, elle est juive, elle soutenait les juifs après le 7 octobre, mais maintenant elle commence quand même à renoncer à ses déclarations précédentes, mais pas tellement, pas jusqu'à par exemple défendre la solution à 2 États. Enfin, vous savez, actuellement on défend la solution à 2 États, mais on n'a pas les moyens actuellement de réaliser cette solution. On n'a pas les moyens. Alors, vous me parlez d'un sommet. À quoi ça peut donner? Je ne comprends pas. Oui. Espérons. Docteur Essam, également, quand on parle du dossier syrien, est-ce que vous pensez que le futur pour la Syrie sera comment prochainement?
Ça, c'est une très bonne question, mais vous savez, moi, simplement, je me réfère ici à un philosophe, Schopenhauer, c'est-à-dire que ce qui donne peut-être la préférence à la volonté qu'à la raison, l'esprit, la volonté. On veut justement que la situation devienne stable en Syrie. On a vu actuellement ici que le chef actuel de la Syrie lui-même s'approche des États-Unis. Les États-Unis ont accepté de lever simplement les peines, enfin le blocus et tout ça. Mais est-ce que actuellement les conflits confessionnels en Syrie pourraient disparaître? Quelle serait l'opinion publique des Syriens vis-à-vis de l'attitude du chef de l'État syrien? Est-ce qu'ils sont tous d'accord? Ou bien, même, disons, les partisans de Ahmed el-Shara resteront toujours sur leur situation de partisans, ou bien ils ne sont pas tout à fait d'accord avec l'attitude de leur président lorsqu'il s'est approché de Trump afin de le convaincre de lever les sanctions. Mais ce sont des questions. Moi, je n'ai pas les réponses, mais on doit s'attendre un petit peu pour voir la situation interne. Quel serait l'état interne? Parce que généralement, on sait très bien que la Syrie est connue pour abriter beaucoup de confessions. Et est connu aussi par les conflits confessionnels. Est-ce que les conflits maintenant ont été complètement réglés? Je ne sais pas. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse. Alors justement, il est absent de ce sommet-là, mais on a vu que lors de la visite de Donald Trump, il a pu donc s'entretenir avec le président américain. Et on voit également entre les lignes qu'il faut avoir la faveur des pays du Golfe pour pouvoir être accepté sur la scène internationale aussi. Oui, mais les pays du Golfe ont exercé une influence sur Trump parce qu'il y avait des transactions à conclure. Et Trump, effectivement, avait les transactions. Ça, c'est dire aussi la logique de l'intérêt qui s'impose. Mais moi, à part cette logique, il y a aussi une autre logique. C'est-à-dire à quel point ici les confessions, c'est-à-dire nous avons beaucoup d'obédiences, beaucoup de sectes en Syrie, à quel point ils accepteraient justement ce rapprochement avec les États-Unis et aussi les décisions prises par leur président, Ahmed Shah. Je ne sais pas. Tout le monde s'attend. Mais là encore, ça revient à ce que vous étiez en train de dire justement. Par intérêt, on reste ces silences radio par rapport à la situation à Gaza, mais aussi par intérêt, ils ont réussi à normaliser les relations avec la Syrie. Bien sûr, je suis d'accord. Bien sûr, à normaliser, mais les États, enfin, mais à quel prix? À quel prix aussi? Oui, à quel prix? Et puis après, quand on décide, par exemple, à mon avis, c'est-à-dire que si l'avenir et les investissements sont toujours entre les mains des Américains, vous savez que ça veut dire que les intérêts économiques sont intimement liés aussi aux intérêts des Américains. Là, dans ce cas, tout ça, l'économie a son influence sur les décisions politiques prises par le pouvoir. Est-ce que vraiment, là vraiment, quand on signe, quand on, par exemple, conclut beaucoup de transactions avec les États-Unis, c'est-à-dire évalué à des milliards, des centaines de milliards, cela ne pourrait-il pas avoir un impact sur l'attitude officielle vis-à-vis de la cause palestinienne? C'est ça. Espérons pour le mieux, Dr Hassam Al-Fattah. Je tiens à vous remercier. On n'a qu'à espérer. Oui. Espérance n'est pas quelque chose de faible. Espérance, ça bouge les choses et ça construit les nations, soi-disant. Tant qu'on vit, on ne perd pas d'espoir. Certainement, certainement. Dr Hassam Al-Fattah, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de discours politique et analyse politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Noa. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Net TV International.